Bonjour Thérèse Obrecht. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc vous êtes ancienne présidente de Reporters sans frontières en Suisse. Vous êtes historienne, vous êtes journaliste spécialiste de pays de l'Est et encore ancien champion de ski. Donc je suis heureux de vous accueillir. Merci. Donc ma première question, donc pendant 7 ans, vous avez vécu dans le plus grand pays du monde, la Russie. Comment est-ce que ces pays vous restent-ils en mémoire? Bien, donc ces années que j'ai passées en Russie étaient des années extrêmement passionnantes, intéressantes, et c'est une grande partie de ma vie, parce que j'ai aussi des amis encore aujourd'hui. Et puis j'ai vécu quand même le grand chambardement, donc l'effondrement de l'URSS, cet énorme espoir qu'il y avait au début, démocratique, et puis qui s'est vite gâché. Voilà. Et puis il y a eu la première guerre de Tchétchénie qui était une extrêmement difficile, une très grande déception. Et après, bon, je suis partie et depuis c'est devenu bien pire encore. Et qu'avez-vous appris de la Russie et des Russes en général? Beaucoup de choses. J'ai appris à quel point c'est difficile de sortir du communisme. Ça, c'est évident. Et on avait vite compris que ça se ferait pas en une génération. Mais on voit aujourd'hui que c'est encore beaucoup plus compliqué que ce qu'on s'était imaginé. Et que la Russie, comme elle est devenue aujourd'hui, avec cette propagande qui est aussi féroce qu'à l'époque communiste, sinon pire, eh bien on revient en arrière, et ça c'est une grande déception, et ça fait peur pour les Russes. Mais mes amis russes qui ont 50 ans, ils disent qu'ils n'ont plus d'avenir, ils espèrent que leurs enfants auront un avenir en Russie. Donc tout ça est... Voilà, j'ai des sentiments très mélangés. J'ai beaucoup aimé la Russie que j'ai connue à l'époque, et il y avait vraiment beaucoup d'espoir au début. Et j'ai apprécié les Russes pour beaucoup de qualités, mais ils ont un grand défaut, parce qu'ils n'ont jamais appris à se défendre. Et mes amis, à l'époque déjà, on voyait quand ça tournait que la corruption revenait, que les anciennes habitudes revenaient, et les anciennes personnes, les personnes d'avant. J'ai dit, vous devez vous battre vous-même pour votre liberté. Et ils n'ont jamais appris ça. Et on voit aujourd'hui c'est trop tard. Il y a une répression totale. Et il y a encore tous les jours des gens qui résistent, qui vont en prison, et je les admire beaucoup. Mais ça ne sert à plus rien. Il faut autre chose aujourd'hui, et personne ne sait très bien ce que ça sera. Et entre la Russie que vous connaissiez avant et celle d'aujourd'hui, quelles sont les grandes différences que vous observez? Alors quand j'étais en Russie au début des années 90, après la chute de l'URSS, Yeltsin avait décrété la liberté de presse tout de suite, et la presse s'est développée de façon extraordinaire. Très très vite, on a eu vraiment une presse de qualité, et aujourd'hui tout ça s'est terminé. Donc tous les médias indépendants sont soit fermés, soit interdits, ou ont émigré à l'étranger, donc il n'y a plus d'informations en Russie même. Les Russes qui veulent, ils peuvent s'informer via Telegram ou VPN par des journalistes russes qui sont à l'étranger, des journaux, des télévisions et tout ça, qui font un travail remarquable en Russie et qui les mettent en Russie en langue russe. Donc les Russes ont accès à cela par différents moyens. Mais bon, c'est une petite goutte dans cet océan de propagande. Et je vois d'anciennes personnes, ce n'étaient pas des amis, mais des gens que j'ai connus assez bien, qui sont complètement, qui adhèrent complètement à la propagande, qui pensent que voilà, la Russie doit se défendre, elle doit exterminer ou détruire le nazisme, les nazis en Ukraine, et tout ça marche très très fort. Et c'était quoi pour vous l'URSS? L'URSS? Oui. Bon, j'ai vécu un petit bout comme ça en URSS, où j'ai voyagé. Le premier voyage que j'ai fait, c'était un voyage d'étudiant en URSS dans les années 70. Et à ce moment-là, j'apprenais le russe, et je me suis dit, bon, je vais bifurquer sur histoire, parce que je n'irai jamais vivre dans ce pays. C'était tellement horrible.
Je veux dire, les gens n'avaient pas le droit de nous parler à nous, étrangers. On devait rendre nos passeports tous les soirs. On était surveillés. Puis les seules personnes avec qui j'avais un bon contact, puisque je parlais le russe, c'était les gars du marché noir, qui vendaient les jeans ou qui achetaient les jeans le soir dans les parcs et qui voulaient tous gagner de l'argent pour quitter le pays. Mais sinon, on voyait que ça ne fonctionnait absolument pas. On était un groupe de 30 personnes, on ne pouvait même pas manger le soir, on n'a jamais compris est-ce que c'était parce que les gens ne voulaient pas travailler, ou bien parce qu'il y avait déficit, il n'y avait pas rien à manger, on ne savait pas. Mais en tout cas, ça m'a laissé un souvenir extrêmement trouble et triste. Et puis ensuite, c'est ça, cette explosion avec Gorbatchev, cet espoir, qui n'a pas duré très longtemps, mais on a vu la possibilité qu'aurait eu ce pays. Par exemple, si Poutine n'avait pas été nommé Premier ministre, mais par exemple Boris Nemtsov, que j'avais interviewé quand il était jeune gouverneur à Nijni Novgorod, et qui aurait été un type fantastique. Mais bon, il a été lui-même aussi éliminé par le système. Oui, vous savez, j'ai grandi dans l'URSS, parce que j'ai beaucoup de nostalgie. Mon enfance est restée dans l'URSS, donc quand même il y avait bon système pour l'éducation, pour les médecins. Et comment vous en pensez? Peut-être les pays occidentaux, ils imaginaient autrement, peut-être, quand on dit l'URSS. Mais au moment de l'effondrement de l'URSS, le niveau de l'éducation était extrêmement élevé. Je veux dire, le sciences, la station Mir, quand même, bien sûr. L'URSS avait des avantages, comme vous dites, dans l'éducation pour tous, et ça c'est vrai. Et quand l'URSS s'est effondrée, il y a eu des scientifiques qui ont été mis en prison, un peu comme aujourd'hui, des choses déjà très très bizarres qui sont passées à ce moment-là. Et puis la recherche ou l'éducation n'a plus été financée par l'État, donc ça s'est vite écroulé. Puis j'ai vu que tellement de professeurs, mais aussi des médecins, parce que la médecine n'était plus soutenue, donc qui devaient faire des travaux, des boulots à côté pour pouvoir survivre. Et tout s'est effondré. Je veux dire, il n'y avait aucune responsabilité de ceux qui ont repris le pouvoir après l'effondrement de l'URSS. Comme aujourd'hui, aucun égard pour la population, pour le bien public, pour le bien commun. Eh bien, voilà, le résultat, on l'a aujourd'hui. Et quand on parle de la Russie, il existe un terme qui s'appelle monde russe. Ruski Mir. C'est quoi pour vous? Le Ruski Mir, c'est terrible, mais le monde russe aujourd'hui, c'est pour moi, voilà, c'est la répression, la corruption, c'est un système mafieux, vraiment mafieux. L'État russe, c'est une construction, enfin voilà, il y a un capo dei capi à la tête du pays, un par un, et tout le monde est subordonné à ça, donc c'est fou. C'est fou quand on connaît le potentiel que ce pays aurait eu et aura peut-être de nouveau un jour. Mais quand on voit l'émigration en masse, déjà avant la guerre en Ukraine, il y a eu une émigration énorme chaque année. Tous les gens qui avaient envie de vivre en liberté, de profiter de leur talent et de ne pas être soumis à ce système un peu arbitraire quand même, où il n'y a pas de la loi. La loi existe pour la forme, mais c'est pas un État, c'est pas un régime constitutionnel normal. Je veux dire, la loi n'est pas appliquée. Donc tous ces gens que la Russie a perdus, je ne sais pas, c'est une génération de talents qui s'est perdue. Et je ne sais pas comment ces gens vont être remplacés. Il faudra beaucoup de temps. Et moi, je pense pour reconstruire la Russie, il faut peut-être qu'elle touche le fond. Je ne sais pas, je ne suis pas visionnaire, mais je pense que pour travailler, pour accepter le passé, parce que ce travail sur le passé n'a jamais été fait. Quand l'URSS s'est effondrée, vous avez de la nostalgie, je comprends, vous avez grandi en URSS et il y avait des bonnes choses, mais il y avait aussi le goulag. Et le travail sur le passé n'a jamais été fait. Jamais. Et la première chose, la Russie a reçu un siège au Conseil de sécurité comme si c'était normal. Elle a pris la succession de l'URSS, mais pas en ce qui concerne les crimes. La terreur stalinienne, tous les crimes ensuite et avant.
le goulag surtout. Donc aujourd'hui, on voit qu'une société comme Mémorial, la plus ancienne, la plus forte défenseuse enfin, pour les droits de l'homme, a été interdite il y a une année ou il y a 2 ans déjà presque. Et c'est fou. Donc ce travail devra être fait en Russie pour qu'elle puisse se reconstruire. Et j'aimerais demander de l'Ukraine, bien sûr. Est-ce qu'il y a une justification légitime pour l'attaque russe de l'Ukraine? Non, aucune, à mon avis. Je veux dire, l'Ukraine est un pays indépendant depuis plus de 30 ans. Au moment de l'effondrement de l'URSS, ce sont d'ailleurs le président russe, ukrainien et biélorusse qui se sont retrouvés et qui ont dit l'URSS est finie, toutes les 15 républiques seront indépendantes, dont l'Ukraine bien sûr, et la Russie. Donc en droit international, ça existe quand même, les frontières, voilà. Mais la Russie n'a jamais respecté ça, ni en Géorgie, ni en Moldavie, où elle occupe des territoires depuis 30 ans en Géorgie. Et personne n'a bougé parce que bon, c'était des petits territoires, on pensait que c'était des petits problèmes, mais en fait, voilà, cette façon de simplement envahir, parce que la Russie est plus grande, plus forte, elle envahit les autres républiques indépendantes sans reconnaître que, voilà, il y a un droit international et une indépendance qui est assurée dans notre système de droit. C'est intolérable. Je veux dire, bien sûr, je suis 100% pour l'Ukraine et je pense que je n'irai plus jamais en Russie. Je n'ai vraiment plus envie d'aller en Russie. Et j'espère que l'Ukraine arrivera à se libérer avant d'être complètement détruite. Oui, au moment de l'effondrement de l'URSS, j'étais donc à Moscou. Et tout le monde dit que c'est la faute de l'Occident. Je pense que, bien sûr, que la politique de l'Occident, elle n'est pas du tout toujours juste, mais j'ai quand même vu qu'il y a eu des ouvertures. J'ai vu Clinton avec Yeltsin à Moscou, où on a proposé à la Russie d'adhérer Partnership for Peace avec l'OTAN. La Russie a adhéré à Partnership for Peace, mais jamais, ils ont dit, on ne pourra pas être membre de l'OTAN parce que c'était l'ennemi juré depuis tellement longtemps, pendant toute la guerre froide, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Mais en tout cas, on a proposé. Et au moment de quand ils ont envahi le Donbass en 2015, je crois que le Partnership for Peace a été aboli. Mais disons, il y a eu des ouvertures, il y a aussi eu de l'aide. On dit que l'Europe n'a pas assez fait. Moi, j'ai suivi, par exemple, quand l'Union européenne a offert des tonnes de viande à la Russie. Les Russes, dans les magasins, nous, on a filmé, ils ont dit souvent, non, on ne mange pas cette viande parce que notre viande est meilleure. Donc, c'était, disons, les torts étaient largement partagés. Et en Russie, ce qu'on a très vite vu, c'était les rackets dans la rue, donc les groupes de petits mafieux, de racketteurs qui ont racketté des affaires, des business russes mais aussi étrangers. Donc des étrangers ont parfois dû partir dans les 24 heures avec leur famille, sinon ils auraient été assassinés, puis de toute façon ils ont perdu leurs biens. La même chose pour des Russes qui ont été pillés par... Donc j'ai compris qu'un système communiste qui s'effondre est un système criminel. Parce que déjà avant c'est criminel, parce qu'on fait tous... Tout le monde travaille pour contourner le système, donc on fait des combines et tout ça, mais il n'y avait pas encore d'argent. Une fois que le système communiste s'effondre, il y a l'espèce de capitalisme sauvage qui arrive avec beaucoup d'argent, parce que la Russie a un sous-sol extrêmement riche et a beaucoup d'argent aussi, enfin tout de suite, qui a été volé et qui est toujours volé 30 ans après. C'est toujours, quand on voit les villas des oligarques et puis les dirigeants, n'en parlons pas, ce que Poutine, il a les 2-3 petits royaumes privés, c'est absolument obscène, quoi. C'est fou. Et il peut faire ça, il est le chef mafieux de ce pays. Voilà. En ce moment, il y a des guerres plus de 60 pays. Mais les morts ne sont pas traités ni comptés de la même manière par les institutions et les gouvernements occidentaux. C'est votre opinion? Oui, alors ça c'est vrai, mais c'est pas seulement par les gouvernements occidentaux, c'est en général. On dit toujours un mort c'est très grave, 10 morts ça va,
1000 morts, c'est déjà un fait divers. Je veux dire, ça ne vous touche plus. Donc il y a, dans le monde entier, il y a des intérêts politiques. Tous les pays. Donc c'est vrai que moi personnellement je le constate aussi, la guerre d'Ukraine, parce que j'ai été souvent en Ukraine, j'ai toujours trouvé que les Ukrainiens étaient très ouverts et ils avaient déjà il y a 30 ans envie faire partie de l'Occident et pas de cette Union soviétique qui était déjà à l'époque, c'était quelque chose de dépassé, je veux dire, ce système qui ne fonctionnait pas. Et cette guerre est pour moi beaucoup plus proche aussi par rapport à ce qui se passe en Russie, qu'une guerre au bout du monde. Mais c'est souvent une question de distance, question parfois peut-être aussi de religion, mais on réagit tous comme ça. Puis les gouvernements ont des intérêts politiques, et ça c'est évident. Et la Cour pénale internationale aussi a des... l'ONU aussi. L'ONU est ce que représentent les nations ensemble. Donc déjà le Conseil de sécurité à l'ONU, c'est... Comment voulez-vous que ça fonctionne avec la Chine et la Russie et le droit de veto? Donc ils sont impuissants, mais il n'y a pas de, oui, il n'y a pas de neutralité, même en Suisse. Enfin, heureusement. Moi, je pense que notre neutralité est complètement dépassée. Comment on l'applique? On l'applique au coup par coup, toujours un peu dans notre intérêt. Donc, je pense qu'il faut vraiment repenser ce système. Et ici, j'entends souvent qu'ils disent que pour tout ça, c'est l'Occidentaux qui est responsable. Comment c'est facile, oui, c'est facile de dire ça. Oui. Les États-Unis sont un pays impérialiste, oui. Je pense qu'ils sont très décadents. Le spectacle politique aux États-Unis, c'est pas seulement désolant, mais c'est très inquiétant. Parce que quand moi j'ai grandi, les États-Unis c'était le rêve, voilà, la liberté, le rêve de tout le monde, l'American Dream. Eh bien, il n'y a plus ça. Donc, mais il faut quand même se dire pourquoi les réfugiés ne veulent pas émigrer en Russie, ou bien en Chine, ou bien, je ne sais pas, voilà, en Afrique. Ça reste quand même des pays en majorité démocratique, où la démocratie est toujours imparfaite, mais c'est le moins mauvais système, comme disait Churchill, et ça reste comme ça. Donc on fait comme on peut. Puis c'est vrai qu'au moment de la guerre froide, la population ici était beaucoup plus active politiquement, on avait des manifestations, on s'intéressait, puis il y a une espèce d'apathie, puis aussi beaucoup de désinformation, puisqu'on va parler d'information. Et les gens, voilà, ils ne savent plus où s'informer, ils s'informent sur les réseaux sociaux, ils deviennent souvent complotistes. Voilà, toute cette évolution est inquiétante. Les médias suisses, il y a des médias quand même très divers. Oui, je pense que voilà, je lis pas tous les médias suisses et tout, puis il y a des médias qui sont plus fidèles ou enfin alignés sur les États-Unis, mais en Suisse on peut trouver, si on cherche, on peut trouver toutes les voies. C'est comme dans toutes les démocraties, je pense qu'il y a un spectre qui est assez large, et la tendance générale c'est quand même, moi personnellement je suis aussi très critique par rapport à ce que, par exemple la guerre en Irak et tout, c'était affreux ce que les États-Unis ont fait, et on paye aujourd'hui encore le prix de ça. Mais je n'ai pas pour autant envie d'aller vivre en Chine ou en Russie. C'est ça. Il faut quand même... Voilà. En démocratie, moi je pense que le plus grand danger aujourd'hui, c'est que les démocraties s'affaiblissent, que les gens ne se battent plus pour leurs droits, parce qu'ils ont l'impression que ces droits, voilà, ils existent pour toujours, mais ce n'est pas le cas. Chez nous, donc, c'est-à-dire dans le pays ex-Union soviétique, on utilise souvent le mot élite et intelligentsia. Est-ce qu'il existe les deux mots ici, par exemple? C'est quoi, c'est comme ici, comme intelligentsia? Intelligentsia en Suisse, non, mais on est un si petit pays, mais non, on n'utilise pas trop ces mots. L'élite, non, mais chez nous, tout le monde peut entrer en politique. Voilà, puis tout le monde peut en principe devenir élite, par exemple scientifique, puisque nos universités sont quasiment gratuites, donc les portes sont ouvertes, on peut s'engager.
dans vos pays ou dans l'ex-URSS, ben, il y a toujours eux et nous, il y a l'élite. Eux, ils font ce qu'ils veulent, ils trichent, ils volent, et puis c'est nous, le peuple, on ne peut rien faire. Et c'est pour ça qu'on ne s'intéresse pas à la politique. Ce que disaient vaguement aussi mes amis russes. On parle politique dans une cuisine, on ne peut rien changer. Mais bon, le résultat, c'est que effectivement rien ne change, et puis les élites s'enrichissent et le peuple vit de plus en plus mal. Mm-hmm. Et s'il n'existait pas Reporters sans frontières, c'est une question pour moi, c'est très important, parce que j'ai eu beaucoup d'aide pour venir ici. Donc, comment serait l'état des médias du monde sans Reporters sans frontières? Exactement pareil, je vais vous dire, parce que malheureusement, parce que Reporters sans frontières, heureusement, merci que vous dites que vous avez été aidé, parce que ça engage énormément pour les journalistes dans les autres pays, pour la liberté de presse dans les autres pays, mais on n'est pas garant d'une qualité des médias. La qualité, c'est autre chose, c'est la liberté de presse, c'est déjà pas mal, mais disons, nous, il y a d'autres organisations d'ailleurs, comme Reporters sans frontières, mais on ne peut pas changer les médias, on peut se battre pour la liberté de presse. Et aider les journalistes, payer des avocats dans les procès, tout ça. Et ce que je constate aussi, c'est que dans les pays comme le Kyrgyzstan ou bien Iran, j'ai eu la chance de rencontrer une fois Shirin Ebadi, qui avait aussi été prix Nobel de la paix iranienne, donc, et puis elle m'a tout de suite dit Reporters sans frontières, fantastique, merci. Dans notre pays ici, ma grande déception, c'est que les journalistes n'adhèrent même pas à Reporters sans frontières. Ils ne comprennent pas que c'est important d'utiliser notre liberté pour défendre la liberté des autres. Alors, oui, c'était une grande déception. Et je me suis battue avec beaucoup de collègues et j'ai dit, tu peux quand même payer 100 francs par an pour soutenir Reporters sans frontières. Exact. Et ils ne le font pas. Donc c'est de nouveau une de ces choses où voilà, on n'est pas vraiment solidaire, on n'est pas vraiment engagé parce qu'on vit trop bien en Suisse. On n'a pas de problème, donc on trouve du travail. En général, ça devient aussi plus difficile dans la presse. Voilà. Exactement. Je voulais demander peut-être Reporters sans frontières lui-même peut-être des fois besoin pour être, n'est-ce pas, peut-être. Si tous les journalistes, quelqu'un m'avait dit une fois, ça devrait être obligatoire que les journalistes, quelqu'un à l'extérieur de la presse, bien sûr, on paye 100 francs par an à Reporters sans frontières pour défendre la liberté de presse chez nous, mais surtout dans les autres pays, et pour aider les journalistes. On a aidé par exemple en Turquie des gens et tout, c'est tout près de chez nous aussi, des problèmes énormes avec les journalistes en prison, ça arrive tout le temps maintenant en Palestine, les journalistes sont en première ligne, il y a eu, je sais pas, déjà une dizaine de morts, c'est quand même une profession nécessaire et utile. En travaillant dans cet institut, Reporters sans frontières, quelle est pour vous la plus triste histoire, par exemple, comme peut-être vous avez eu? Moi, c'était surtout les fois où on a réussi à aider à sortir des gens en prison. Et la chose la plus triste, c'est par exemple en Chine, on n'a pas du tout accès aux journalistes. Je veux dire, c'est complètement verrouillé. Puis voilà. Mais certains pays, on n'a pas accès, quoi. C'est impossible de faire quelque chose. Voilà. Et si vous aviez le droit de nommer un prix Nobel, à qui le donneriez-vous? Peut-être dans le domaine du journalisme, peut-être écrivain. Prix Nobel de la paix Oui. Eh bien, je trouvais le prix Nobel de cette année, c'était formidable. Donc, Narges Mohammadi, dont j'ai la photo chez moi depuis longtemps, au mur, comme ça, c'est des femmes qui ont un courage incroyable. Et l'année dernière, c'était Muratov que j'ai connu, parce qu'on a fait un film sur Anna Politkovskaya, encore quelqu'un qui l'aurait mérité.
et des défenseurs des droits de l'homme d'Ukraine et de Biélorussie. Ça a été critiqué, moi j'ai trouvé ça très très bien, parce que les Ukrainiens me disent aujourd'hui, on a accès aussi, on travaille avec les Russes qui défendent les droits de l'homme en Russie pour notre pays, donc ils défendent l'Ukraine en Russie. Enfin, il faut que les gens qui se battent pour la liberté s'unissent. Donc c'était des prix Nobel où moi j'ai applaudi. Alors à qui je le donnerais? Oui, je le donnerais à une femme iranienne, une femme afghane, un journaliste afghane par exemple, qui n'est pas encore morte. C'est ça. Ou bien des Chinois. C'est les avocats chinois qui défendent pas seulement des journalistes, mais qui défendent d'autres avocats qui défendent les droits de l'homme, donc qui vont en prison. Enfin, il y a énormément de gens courageux dans le monde. Et c'est quand même très réconfortant. Et comment sont en train d'évoluer les médias? Quelle direction sont-ils en train de prendre à votre sens? Alors, une direction... parce que les médias ont besoin d'argent. L'argent, ce n'est pas les abonnements qui payent les médias, c'est la publicité. La publicité, depuis quand même une vingtaine d'années, elle a migré sur Internet. Et puis maintenant, dans les réseaux sociaux. Donc les marques, les grandes marques, mettent de l'argent plutôt dans un influencer plutôt que dans la pub. Donc les journaux, de plus en plus, même les très grands journaux ont des problèmes d'argent. Et ça, c'est un problème. Et puis un autre problème qui m'inquiète encore plus, c'est que les gens s'informent n'importe où et ne se rendent pas compte qu'ils lisent. Je ne connais pas les pourcentages quand on lit n'importe quoi sur les réseaux sociaux, c'est jamais vérifié. Combien de fake news par rapport à des informations vérifiées, juste vrai. Je ne sais pas, je le vois dans mon entourage, les gens croient n'importe quoi et pensent que comme si je l'ai lu sur Internet, donc ça existe, c'est vrai. Ça, c'est une évolution terrible, terrible. Si on compare l'Europe et l'Asie, par exemple, l'état de médias, c'est clair. Mais si on compare ici en Europe, est-ce qu'il y a de la différence, par exemple, les médias suisses et les médias norvégiens, par exemple, à propos de la liberté d'expression? Non, les pays... Reporters sans frontières, je fais chaque année une liste, donc la liberté de presse, donc les premiers, c'est toujours les pays nordiques. Mais bon, c'est pas une liste scientifique et tout, mais on constate quand même les pays nordiques, scandinaves, aussi les Hollandais, enfin c'est irlandais, et puis la Suisse c'est genre 10e, mais on a des petits problèmes, et on a des choses, mais quand même la liberté de presse existe en Suisse, et puis il y a plein de gens qui se battent pour ça, mais non, je pense qu'en Europe on peut dire qu'il y a quand même une presse qui est libre et tout. Le problème, c'est qui lit la presse? C'est 5% de la population, au maximum. Je pense que c'est moins. C'est moins. Donc, voilà, c'est ça ma grande tristesse. Moi, je suis ravie qu'il y ait Internet. Je peux lire des choses fantastiques. Et je suis d'ailleurs abonnée, par exemple, au Guardian en Angleterre, parce que je sais que l'information gratuite, ça n'existait pas. Donc, je paye volontiers pour avoir ça tous les jours. Mais voilà. Quand on lit ce qui a été publié, enfin, voilà, tous ces posts, tous ces fake news, tous ces trolls que les gens lisent, enfin les Russes sont d'ailleurs très forts dans ça, semer de la fausse information, c'est extraordinaire ce qu'ils arrivent à faire donc, dans d'autres pays. Et il y a des recherches, il y a des organisations qui ne font que ça, regarder ce que les pays font avec la fausse information. Et il y a des journalistes investigatifs aussi en Suisse qui découvrent des choses vraiment intéressantes dans ce domaine. Donc ça continue, mais combien de temps? Combien de temps il y aura des médias qui peuvent payer des journalistes pour faire un travail vraiment de journaliste? Ça, je ne le sais pas. Maintenant, j'aimerais demander de prix et de décoration. Par exemple, des gens qui sortent de l'ex-Union soviétique, ils aiment toujours avoir une médaille ou quelque chose. Il y a toujours l'espoir de regarder
qui attend de gouvernement. Est-ce qu'il y a les mêmes choses ici? Non, je pense pas. Mais je ne sais pas, en Russie, c'est plus tellement comme ça non plus, non? C'était à l'époque, les médailles, enfin, en tout cas, aujourd'hui, c'est la Russie, oui, c'est surtout dans le sport, quoi. C'est devenu très politique. Mais en Suisse, non, il y a des prix, oui, mais c'est pas, ça ne change pas vraiment une carrière. Oui, il y a une organisation mondiale qui fait chaque année une statistique qui dit le plus heureux pays du monde. Est-ce que c'est correct pour traiter comme ça? Je ne sais pas. Il paraît que c'est le Bhoutan, non? C'est toujours le Bhoutan. Donc, allons en vacances au Bhoutan. C'est le Bhoutan, c'est ça? Oui. Ouais. Oui, c'est bien, c'est bien. Moi, je pense déjà, quand on vit en Suisse, on devrait être tellement heureux. On n'a pas eu de guerre depuis des siècles, et puis voilà, on a un pays où il y a tout, où généralement on trouve du travail, il y a une assurance, il y a un système de santé, il y a une éducation, mais les gens ne sont pas heureux. Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut aller voir au Bhoutan pourquoi c'est le pays le plus heureux. Ok. Et quelques questions sur la Suisse, par exemple, une année de présidentielle était suffisant pour rester dans l'histoire? Présidentielle. Présidentielle. Ah, mais on n'a pas vraiment de président, c'est une rotation. Oui, mais chaque année, il y a un président qui change, n'est-ce pas, ici? Mais c'est pas une élection, c'est la rotation, c'est le suivant qui arrive. Non, nous, je pense que la Suisse a un système tellement lourd que ça empêche les bouleversements, ça empêche les révolutions, donc ça a un certain avantage. Et parfois, on aimerait que la Suisse réagisse plus vite. Et tout est très lent à cause de ce système, la démocratie directe, où tout le monde peut voter, donc c'est bien. Je trouve quand même que, voilà, à la longue, ça a fait ses preuves. Système présidentiel, beaucoup dépend du président. Hein. Chez nous, rien ne dépend du président. Et être très suisse, est-ce que c'est positif ou négatif? Je ne sais pas. Mais je peux vous dire une chose, quand j'ai mes années en Russie, je suis revenue en Suisse et j'étais admirative parce que... Et j'étais aussi souvent à Cuba et chaque fois qu'on revient en Suisse, on se dit « Ah, c'est incroyable, un système qui fonctionne, qu'est-ce que c'est bien ?» Parce que quand vous êtes dans un pays où rien ne fonctionne, après ça allait mieux en Russie, mais je veux dire, on ne pouvait pas réserver un billet d'avion par téléphone, voilà. À Cuba, il n'y a pas d'eau tous les jours, enfin, dans les robinets, voilà. En Suisse, ça fonctionne, voilà. C'est bien. Oui, vous êtes polyglotte, vous parlez au moins 5 langues, même 6. Ça dépend de la qualité, oui. Et pour vous, c'est quoi comme règle d'or pour apprendre une nouvelle langue? Le plus simple, c'est de l'apprendre comme enfant, mais ce n'était pas mon cas. Donc on voit que les enfants, ils peuvent facilement apprendre 4 langues en même temps, il n'y a aucun problème. Après, il faut du travail. Donc j'avais commencé le russe parce que j'avais fait d'abord l'école d'interprète anglais, français, allemand. Et j'ai entendu des Russes, je trouvais que c'était beau comme sonorité et tout. Puis je me suis lancée dans le russe. Et c'est une langue très belle, très difficile. Et comme je vous ai dit, quand j'étais en Union soviétique, j'ai arrêté le russe. Enfin, j'ai fait quand même assez longtemps pour pouvoir le parler quand j'étais en Russie. Mais je ne savais pas que j'irais un jour vivre en Russie. Mais sinon, le meilleur truc pour apprendre une langue, c'est de travailler beaucoup. Et en Suisse, il y a 4 langues officielles, n'est-ce pas? Peut-être ça aussi, vous avez aidé, peut-être, depuis votre enfance. Pas vraiment, non. Enfin, non, j'avais un excellent professeur de français. J'ai fait mes écoles à Berne, en allemand. Donc oui, c'était fantastique. Je pense beaucoup dépend du professeur, c'est bien. Qui vous donne la passion et qui est bien. On regardait Beckett et des théâtres en français, UNESCO à Berne, c'était extraordinaire. Donc voilà, j'ai assez vite aimé le français. Et puis l'anglais, ça vient automatiquement un petit peu de plus en plus, quoi.
Et vous êtes ancien champion de ski alpin, donc quand même, pour vous était comme hobby ou vous étiez vraiment sport? De toute façon, c'est tellement loin que c'est une autre vie, mais ça m'a quand même donné je crois, une poussée d'énergie pour le reste de ma vie, parce que quand j'ai quand même été voilà, dans l'équipe nationale, champion de Suisse, j'étais dans des compétitions internationales, donc il faut résister. Bon, j'ai fait mes études à côté, en tout cas jusqu'à la maturité, encore un peu après, donc voilà, l'investissement est énorme, et ça m'a permis quand même d'aller au-delà de moi-même, quoi, de m'obliger à faire un grand effort, et ça vous reste pour la vie. Oui. Et vous continuez toujours, vous faites je skie avec mes petits-enfants, mais sinon un petit peu, oui. Mais je me maintiens en forme autrement. Et avez-vous quelques conseils pour les jeunes journalistes? Oui, d'abord avoir une bonne formation. Je pense nous, à l'époque, quand on allait travailler dans un journal ou à la radio ou à la télévision, on faisait un stage et on apprenait le métier comme ça, souvent après avoir fait des études avant. Et je trouve que c'est un très bon système. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a des écoles de journalisme, c'est bien aussi, mais ça demande quand même, enfin, la théorie c'est bien, mais après, il faut savoir écrire, il faut savoir raconter des histoires. Il faut aimer, il faut avoir de l'empathie, je pense, pour les gens. Moi, j'ai toujours trouvé que c'était un privilège extraordinaire de pouvoir aller dans des pays, rencontrer des gens, raconter leur histoire. Et ça, je trouvais que c'était plus qu'une profession, c'était vraiment une bénédiction. Toujours dit en plus, c'est un métier, j'ai un salaire, alors que c'est un tel plaisir de le faire. Mais c'est du travail quand même. Et vous avez fait 2 films, n'est-ce pas? Plusieurs. Plusieurs films. Oui. Pour le temps présent, par exemple. J'ai fait plusieurs temps présents, puis j'ai fait un film avec un réalisateur zurichois sur Anna Politkovskaya. Ça, c'était en dehors de la télévision. Et puis sur un photographe, c'était un film à Cuba, enfin c'était aussi un temps présent. Mais disons que, voilà, là, le plus difficile en faisant des films, c'est de trouver l'argent, pouvoir financer les films. Oui. Mais c'est beau, c'est bien. C'est bien. Mais je trouve que c'est un truc de longue haleine, ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il y a énormément de films qui se font et tout. Moi j'ai eu plus de plaisir à faire du vrai journalisme. La Suisse est très forte pour les films documentaires, n'est-ce pas? Mais quelle raison, par exemple, peut-être les financements, c'est plus de financement? Mais est-ce que la Suisse, je ne sais pas, est-ce qu'on est proportionnellement, on fait plus de films, oui, documentaires en Suisse? Je ne sais pas, parce que moi je regarde des films documentaires, maintenant il y a aussi des choses qui se font en Ukraine, même en Russie, un peu partout. Il me semble qu'il y a énormément de gens qui font ça en indépendant, donc c'est très difficile. On travaille presque gratuitement, mais il y a des choses extraordinaires qui se font là, vraiment, pas seulement en Suisse. Et vous êtes plutôt une journaliste écrite ou pour audiovisuel aussi, c'est plutôt spécialisé? J'ai beaucoup aimé la presse écrite, vraiment. Mais disons que l'audiovisuel vous donne des moyens. Par exemple, pour aller en Russie, j'avais déjà quitté la télévision. Et pour aller en Russie, voilà, c'était avec la télévision et le Nouveau Quotidien, un journal qui existait à l'époque en Suisse romande. Et il fallait les deux, donc pour créer ce poste. Moi, la base, c'est l'écriture, parce que l'image, c'est bien, mais il y a quand même la composition, enfin, c'est pas pareil. C'est pas pareil. À la télévision, il faut savoir éliminer un maximum, et dans les articles aussi, il faut écrire pour être lu, comme on disait toujours. Donc, c'est un art aussi en soi, mais j'aime beaucoup l'écriture. Mais voilà.
Et ma dernière question, c'est, par exemple, on dit que aux États-Unis, c'est un pays pour possibilités, pour des possibilités. Et pourquoi pas la Suisse aussi? Oui, ici aussi la Suisse est très 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 petite. Par exemple, pour la presse, moi ce que je dis aussi aux jeunes journalistes, est-ce que tu es sûr que tu veux être dans la presse suisse romande? La Suisse romande est encore plus petite que... Voilà, c'est un quart par rapport à la Suisse. Donc avoir des journaux ici, c'est vraiment très très difficile parce que c'est trop petit pour avoir une rédaction et des journalistes et tout ça. Donc souvent quand j'ai une amie qui a une fille qui est bilingue, je dis mais écris en anglais. Écris en anglais, tu as beaucoup plus de possibilités. Il y a encore quand même une presse, par exemple en Angleterre, à part la presse à sensation, il y a une presse de qualité aux États-Unis aussi, formidable, quand même. Donc le problème de la Suisse, c'est la petitesse, quoi. Où je suis un petit peu pessimiste pour l'avenir de la presse.